Bonjour, Alexia Malexieux, donc moi je suis responsable industriel chez Acta Mobilier. Bonjour à tous, je suis Alain Genet, je suis le responsable de la société Acta Mobilier. Donc là on va vous emmener sur le chemin qui nous a conduit sur le progrès continu, donc vers le lean. Nous en lean, on est pour le moment des apprentis, peut-être qu'on va le rester longtemps, mais je crois qu'on le reste longtemps apprenti. Mais voilà, aujourd'hui on est apprenti, ça fait un an qu'on pratique réellement le lean. Tout a commencé par la création d'Acta. Acta a été créé avec des objectifs, on disait objectifs, maintenant on dit plutôt raison d'être, des raisons d'être économiques et en premier lieu la pérennité de l'entreprise par la satisfaction des clients. Et aussi sur le même niveau des objectifs et une raison d'être humaine. C'est-à-dire que pour nous, dès le début, il y avait cette volonté de satisfaire chacun des collaborateurs, de permettre à chacun des collaborateurs de se développer, de permettre à chacun des collaborateurs de prendre des responsabilités. Et ça, c'était hyper important pour nous. Ça, c'est pas quelque chose qui a été fait tout seul dans un bureau, c'est quelque chose qui est fait tous les 2 ans, régulièrement, avec les collaborateurs. On fait des petits groupes de 12, on travaille là-dessus. Et tous les 2 ans, on améliore, on fait des petits changements. Mais ça, c'est ce qui nous conduit dans notre démarche chez Acta. Alors on ne l'a pas dit, mais Acta, c'est une entreprise, on est à peu près aujourd'hui 200 personnes, on se situe dans la région d'Auxerre, et vous allez voir ce qu'on fabrique. Alors dans la même entreprise, on a 2 activités. La première activité, on est agenceur. Donc agenceur, sur la première photo en haut à gauche, vous avez un stand de Peugeot Mondial de l'Auto, donc des stands de 5000 m². Ensuite, vous avez une boutique Guerlain. Donc là, on est dans le luxe, on est vraiment dans le détail extrême. En haut à droite, on a une campagne qu'on avait fait quand la SNCF a battu le record du monde de vitesse. Il a fallu qu'on monte un petit stand dans 35 gares en France le même jour. Donc voilà, c'est des choses comme ça qu'on aime bien faire. En bas à gauche, c'est un cercle de jeu qui est ouvert aux Champs-Élysées. On a un stand Chanel. Et là, on le voit mal, désolé, on fabrique et on pose les magasins DS, donc les voitures DS dans le monde entier. Donc, ce qui est important, voilà, ce qui est important par rapport à ce qu'on va dire après, c'est que pour nous, tout est possible. Pour nous, dans la tête, tout est possible. Et ce qui fait qu'on a développé une capacité de débrouillardise énorme. Alors, ça a des avantages, mais c'est aussi beaucoup d'inconvénients. La deuxième activité, on est sous-traitant industriel. On fait des façades de cuisine pour, au début, des fabricants français, des cuisines, Mobalpa, Schmitt par exemple. Dans le haut de gamme, c'est-à-dire c'est essentiellement des façades laquées, au brillant, polylustrées. C'est des produits qui sont très difficiles à obtenir et où il y a toujours une question d'aspect, il y a toujours une discussion. Une porte grand brillant, on peut toujours y trouver un défaut. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué sur ce point-là. Notre différenciation, c'est qu'on livre en 10 jours, où les concurrents sont plutôt en 4 semaines. On livre à partir d'une pièce. On livre toutes les dimensions que le client veut, toutes les finitions que le client veut, les couleurs que le client veut, les textures que le client veut. Et on a commencé par la laque, et progressivement on a mis au point des nouvelles techniques, du béton ciré par exemple. La photo du milieu en haut, c'est du béton ciré. La cuisine en Allemagne, dans le haut de gamme qui se vend le plus, est fabriquée chez nous. En bas à droite, c'est une finition pierre. Là, on a une finition laquée. Les 2 photos à gauche, finition laquée. Et la photo en haut à droite, c'est une cuisine avec un aspect métal, un aspect cuivre. Et là, voilà, là c'est le service maximum. Quand on a commencé l'entreprise, sans l'aide de personne, d'instinct, on a commencé à faire ce qu'on a appelé des groupes de travail. Et on n'avait aucune théorie. On y allait comme ça, on a avancé. Et par exemple, on a travaillé sur les opérations de ponçage. Alors, j'ai appris ce matin qu'on avait fait du sac-caisse dans le bon sens. On a commencé à enlever le plan, mais on ne le savait pas. Donc on a enlevé le plan. Et on a travaillé aussi sur les flux d'air, on a travaillé sur la captation des poussières.
Et ça sans l'aide de personne. Donc on avait quelque part déjà en tête cette méthode de travail. Et là c'était avec les collaborateurs. C'était pas on n'a pas de service méthode chez nous, donc c'était directement avec les collaborateurs. On a travaillé sur quelque chose de complet, c'est-à-dire le produit, l'ergonomie, la qualité. Voilà, c'était ce qu'on appelait un groupe de travail. Ensuite, on a mis en place des fiches progrès. Alors les fiches progrès, c'est ce qu'on appelle aussi des fiches vertes, parce que comme vous le voyez, elles sont vertes. Le principe, c'est que n'importe quel collaborateur a une idée, a un problème. Il peut en fait rédiger une fiche verte où il va expliquer son problème. Et à partir de là, ce qui pour nous semblait important par rapport aux boîtes à idées, c'est qu'il puisse dialoguer avec son manager pour expliquer son problème, afin que le manager puisse bien creuser, comprendre le problème du collaborateur, pour bien voir si, parce que parfois on avait des idées qui remontaient, mais en fait, c'était pas l'idée en elle-même qui était importante, c'est pourquoi cette idée venait, quel était vraiment le problème que voulait faire remonter le collaborateur, et comment on pouvait mettre en place des actions pour réellement remédier au problème du collaborateur. Donc ça, en fait, chaque collaborateur en émettait. Ces fiches vertes-là, ça fait à peu près 20 ans que dans l'entreprise, on a l'habitude de traiter ces fiches vertes. Alors cette année, par exemple, on en aura à peu près 1600 de faites. Comme je vous l'ai dit, on a à peu près 200 personnes, donc c'est beaucoup. Alors c'est bien, et il y a le revers, je dirais, par rapport à ça, c'est que ça fait beaucoup d'actions qui remontent et qu'on ne traite pas forcément au fil de l'eau aujourd'hui. Et ça, c'est une problématique. Ensuite, on a mis en place le 5S. Alors, comme tout le monde en a un petit peu parlé, je pense qu'on a mis en place le 5S, mais le 5S, on a beaucoup rangé. On avait un objectif, c'était que l'entreprise soit 100% 5S. Alors, vous le voyez sur la courbe, ça y est, on est arrivé à 100% de 5S. Sauf qu'en parallèle, on a des problèmes pour faire réaliser les audits. On a 38 audits collaboratifs en retard. Donc, on a beaucoup rangé, on a mis des étiquettes un peu partout. Mais aujourd'hui, je dirais que le 5S n'est pas ressenti comme une amélioration du poste de travail. C'est plus une contrainte où quelqu'un va venir m'auditer, voir ce qui ne va pas chez moi, et c'est pas très positif. Ouais. Comment on arrive au 5S? L'entreprise marchait plutôt bien, tout allait bien, et on s'est dit comment on peut faire pour aller mieux. Et on a travaillé avec des cabinets sur des cabinets d'organisation type Kaizen, type Lean, enfin voilà. Et on a commencé par faire des très gros chantiers, des chantiers qui prenaient la moitié de l'usine, où on changeait tout, y compris, il y avait des caméras à la télé qui étaient venues, enfin bon, c'était le gros chambardement. Et la chose qui était la plus difficile pour nous, c'est qu'il y a eu des résultats. Dans un premier temps, il y a eu des résultats. Et on a gagné en productivité, on a gagné plein de choses, et on s'est dit, voilà, c'est comme ça qu'il faut qu'on fasse, on y est allé. Donc on y est allé, on a avancé là-dedans, et puis on a vu que ça ne durait pas bien, on a vu qu'on avait des problèmes. Et chaque fois, la réponse c'était, voilà, on n'est pas assez discipliné, on n'est pas assez rigoureux, voilà. Et ça a commencé à nous poser, voilà, on a commencé à se poser beaucoup de questions. Ensuite, on a mis en place ce qu'on appelle les animateurs progrès continu. Donc, au départ, en fait, nos managers avaient jamais le temps, ils avaient beaucoup de travail, et on s'est dit que pour pouvoir les aider à réaliser leur mission, on allait former des personnes au progrès continu pour qu'ils puissent les aider à travailler sur certains problèmes. Donc du coup, on a mis en place un programme de formation, 13 modules d'une demi-journée, donc ça fait 39 heures de formation. Alors, la formation a évolué depuis le début, là on doit être à la 12e session, je crois. Du coup, voilà, au départ c'était plus théorique, maintenant il y a beaucoup de terrain qui a été ajouté à cette formation. À chaque fois il y a des briefings pour voir comment améliorer chaque point de formation. Aujourd'hui on a 85% des salariés qui ont été formés
aux outils de l'amélioration continue. Alors quand je dis ça, ça peut être le 5S, ça va être aussi des outils en termes de sécurité, d'environnement, d'ergomotricité, etc. Donc c'est assez complet. Voilà, alors en sachant qu'on est aussi dans de la grosse formation et du moins pas forcément de la formation au sens du... Ensuite, on a eu l'idée de gagner 2 jours sur notre process. Donc on vous a dit, aujourd'hui on livre les cuisines, du moins la sous-traitance en 10 jours ouvrés, et on voulait gagner 2 jours sur notre process pour pouvoir, on va dire, gérer les aléas. Les aléas en termes de, par exemple, on avait des jours fériés, et puis vous le voyez, hein, c'est notre charge de travail. Toutes les semaines, en fait, on va avoir une charge qui fluctue beaucoup, parce que le délai pour le client, c'est 15 jours, quoi qu'il arrive. Et on peut avoir une charge qui va passer du simple au double d'une semaine sur l'autre, et on n'a aucune visibilité de ça, puisqu'on n'a que nos 15 jours de délai. Donc, pas toujours facile à organiser. On peut avoir une semaine très chargée, une semaine beaucoup moins la semaine suivante. Et comment gérer ça? Donc, on a eu l'idée de se dire, on va essayer de réduire notre lead time de 10 jours à 8 jours pour pouvoir, je dirais, se donner une soupape là-dessus. Donc, on a monté un gros projet sur le flux. Et on l'a décomposé en sous-projets, on a monté un comité de pilotage, etc. Alors on a eu quelques résultats, hein, notamment on a réussi à essayer de lister un peu plus les clients sur toute la semaine, etc. Mais globalement, on n'a pas atteint notre objectif, hein, on est toujours à la recherche de ces 2 jours de souplesse. Et c'est donc à ce moment-là qu'on a pris la décision, en fait, de... Oui. En fait, je fais partie de l'APL et j'avais eu une formation avec Michael Bailey. Et j'avais trouvé ça très intéressant, ça m'avait un peu titillé, mais voilà, sans plus. Après, tout à l'heure, on a vu Jacques. J'ai eu la chance de visiter l'usine de Jacques. Jacques est un ami et voilà, j'ai visité l'usine. Et je crois que j'ai pas voulu voir. Le soir où je suis rentré, je me suis dit, oh, on fait aussi bien. J'ai pas voulu voir. Clairement, voilà. Ou au moins, j'ai pas voulu le reconnaître. Et puis, mais l'entreprise allait nettement moins bien. On avait plus, en France, les clients ont quasiment disparu. C'est pour ça qu'on est beaucoup à l'export. Et on s'est dit, il faut absolument faire quelque chose. Et moi, il m'a fallu un certain nombre de mois, voire d'années, avant de me dire, ben voilà, reparle avec Jacques et puis met en place quelque chose qui soit différent. Et donc là, Jacques nous a présenté Richard, donc Frédéric qui est aussi un sensei, qui est le directeur de l'usine que dirigeait Jacques. Et puis là, quand j'en ai parlé avec Alexia à l'équipe de direction, je leur ai dit on s'engage vers quelque chose de dur, on va en prendre plein la tête. Je leur ai dit ça va être difficile pour nous et je savais que j'allais payer cher en termes de pression et tout. Effectivement, je vous confirme, c'est le cas. Et on y est allé, donc ça fait à peu près 1 an. Alors nous, notre idée, hein, c'était de pouvoir travailler sur le flux, parce qu'on se dit, voilà, si on gagne en souplesse, on va faire descendre la pression au niveau de l'équipe, hein, parce que c'est pas toujours facile d'être, je dirais, devoir livrer et d'être toujours à la limite du retard. Donc notre idée, c'était ça. Et quand Frédéric, alors on lui a tout expliqué ce qu'on faisait, tout ça, et quand on lui a fait visiter l'entreprise, et il nous a dit, ah là, vous vous trompez complètement de sujet. Vous êtes à côté de la plaque. Le sujet, c'est pas les flux, mais c'est la qualité, et c'est d'abord vous attaquer aux réclamations de vos clients. En fait, nos clients, on recevait des réclamations, hein, beaucoup de réclamations, et les réclamations, en fait, on a notre responsable qualité, Sophie, qui traitait les réclamations. Elle était un peu toute seule à traiter les réclamations. Alors parfois, elle essayait de trouver des subterfuges, des histoires à raconter aux clients pour justifier du problème, mais c'était pas tous les jours facile.
Et en fait, oui, voilà. Donc une des choses, une des premières décisions qu'on a prises, c'est de mettre en place un mur. Donc il se trouve dans notre couloir à l'arrivée, tout le monde le voit. N'importe quel client qui vient chez nous voit la liste de toutes nos réclamations clients. Alors au début, on en avait beaucoup, ça allait jusqu'en bas, donc c'était assez compliqué. Donc ça, c'était la première action. Tous les jours, avant notre réunion de production, on passe avec les responsables de prod, la logistique, donc les personnes qui traitent les commandes, la partie indus, devant ce tableau, faire un point sur toutes les réclamations qui sont tombées. Quel est le sujet, qu'est-ce que nous dit le client. Et puis, tous les lundis aussi, avant la réunion d'équipe de direction, on commence par là, pour faire un point sur les réclamations du client. Ensuite, alors tout ça c'est fait, je dirais, de façon progressive. Ensuite, on s'est dit, c'est très bien, mais ces réclamations clients, il faut les redescendre au niveau des ateliers, que chacun puisse être informé des problèmes qu'on pouvait rencontrer sur les produits. Donc là, on a un exemple d'un tableau de management visuel où on explique en fait le problème qu'a eu le client dans l'atelier. Et puis, on va travailler ensuite par des systèmes de paperboard où on recherche les causes réelles du problème. Et donc, là, on fait des paperboards avec les collaborateurs sur le terrain en allant voir les pièces. Alors ça paraît tout simple, mais la technique du paperboard, c'est très compliqué puisque il faut vraiment creuser, s'approprier l'outil. Bon, ce qu'on voit de positif, c'est quand même nos réclamations clients ont nettement baissé et notre objectif, c'était de réduire par 2 et on est plutôt sur la bonne voie. Il faut qu'on essaie. Donc, alors, on a travaillé sur notamment une des réclamations clients. Alors, je ne sais pas si on voit très bien, mais on travaille sur du béton. Et le béton, la problématique, c'est que chaque personne qui doit faire, je dirais, appliquer le béton, suivant la personne, on avait des résultats différents. Et notre problématique, c'était de trouver une solution pour pouvoir avoir quelque chose qui soit homogène, quelle que soit la personne, qu'on ait une hétérogénéité maîtrisée, on va dire. C'est-à-dire que si le client demain nous recommande une porte, on puisse lui livrer une porte qui va dans sa cuisine, même si elle a été faite par quelqu'un d'autre à un autre moment. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus, et notamment travaillé sur les standards, sur la gestuelle, en filmant les gens, en pouvant vraiment creuser quelle était la technique, et derrière on a formé les collaborateurs, et je dirais on entretient ça par des observations sur le terrain pour pouvoir... Les observations se font toutes les semaines. Voilà. C'est-à-dire que toutes les semaines, les collaborateurs se réunissent, une personne fait le travail, les autres regardent et peuvent commenter, apprendre, et la personne qui fait apprend. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, sur le même atelier, on a travaillé aussi beaucoup sur l'ergomotricité et la satisfaction client en parallèle, puisque le but, c'était pas d'avoir des produits qui satisfaisaient les clients, mais c'est qu'on puisse les réaliser. Et appliquer du béton toute la journée, c'est pas facile. Donc on a beaucoup travaillé sur les postes de travail, réglables en hauteur, avec des appuis cuisses, des appuis au niveau des poignets. Et pour ça, on a utilisé un outil qui s'appelle le roula, pour pouvoir mesurer, je dirais, la pénibilité des gestes. Ce qui est intéressant dans cette démarche-là, c'est là où on voit la puissance du Lean, c'est que d'avoir solutionné un problème, ça nous a donné des possibles en stratégie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un de nos axes stratégiques, c'est de devenir fournisseur de façade, de cuisine, où la part de l'homme est importante. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des choses faites à la machine, on est sur des choses faites à la main. C'est-à-dire qu'on est parti du béton ciré, on a fait de la pierre, maintenant on fait du métal avec des textures, et chaque porte est différente. Et malgré tout, il faut que dans une cuisine, ce soit cohérent, et il faut que du 1er janvier au 31 décembre, ce soit cohérent. Et ça devient une force. Et ça change toute la stratégie. Ça, si on avait mis les gens dans un bureau pour réfléchir, jamais ils l'auraient trouvé. C'est pas possible. L'autre chose, là, ça c'est un meuble que l'on fait pour DS. Donc, on a mis en place un travail par une reconception. Toutes les semaines, on prend un meuble DS et on le décompose, on le triture et on l'améliore. Ça se fait avec qui? Ça se fait avec les responsables de projet, ça se fait avec les personnes qui ont usiné les pièces, ça se fait avec les personnes qui ont monté les pièces,
et ça se met avec les personnes qui ont fait la finition. Donc tout le monde est là, et on travaille autour de ça. On a des résultats très très bons, et j'ai voulu aussi vous montrer la petite pièce, vous voyez, qui est entourée là. En fait, c'est une cale qui sert à l'emballage, et on s'est vu, en le faisant sur le terrain, on s'est rendu compte que pour faire ces cales-là, il fallait à peu près une demi-heure par palette. Alors que vous voyez, cette grande pièce ici, en fait, c'est un panneau qui est découpé, et au milieu, il y avait une chute. Et dans la chute qui est là, on a découpé les différents éléments. Et ça, pareil, dans un bureau, personne ne peut le trouver. Et si la palette en cours d'emballage n'avait pas été à côté, on ne l'aurait pas trouvé. Donc ça, c'est vraiment la puissance du Lean. C'est un détail, parce que c'est pas ça le plus important en termes d'euros, mais en termes de... Je veux dire, pour montrer la force du Lean, ça c'est très fort. Et moi j'ai été hyper content, parce que 3 semaines après, ils viennent me voir et ils disent cette semaine, on ne travaille pas sur un meuble, on va faire l'emballage, les caisses, parce que quand ça part par conteneur, quand ça va en Asie, ça part dans les conteneurs et on a des caisses spéciales. Et là ils m'ont dit, j'ai dit tiens, là j'étais content, je me suis dit c'est fabuleux, et puis ils m'ont dit et en plus, on a fait venir un fournisseur. Donc là, encore, vraiment, c'était vraiment, j'ai trouvé une démarche très lean. Et en plus, cette même démarche qu'on avait faite 3 semaines avant, on l'a refait sur les caisses. C'est-à-dire que quand le fournisseur était là, on a compris qu'il avait des chutes de contreplaqué qu'il foutait à la poubelle. Simplement, on en a fait des renforts pour les caisses. Donc, voilà, c'est d'avoir appris en faisant ça. Bien sûr, ça nous a permis de solutionner, gagner un peu d'argent sur cette cale-là, mais surtout, ça nous a développé des savoir-faire. Ce qui est important là-dedans, c'est qu'on a un process qui est très cadré, c'est-à-dire qu'on commence toujours par un briefing, on fait le travail et on finit par un débriefing. Et ça permet beaucoup plus d'apprentissage. Oui, là, on a fait Iconoclast. Pour nous, on a mis la satisfaction du client au même niveau que la satisfaction des collaborateurs. Pour nous, voilà, l'entreprise, elle est née comme ça, elle ira toujours comme ça. C'est pour ça qu'on a mis dans le toit de la maison à la fois le client et le collaborateur. Et le collaborateur, pour nous, c'est le développement du collaborateur, c'est l'objectif. C'est un des 2 objectifs. C'est aussi le moyen, je veux dire. Quand on développe un collaborateur, il va savoir de mieux en mieux faire le travail. Donc on peut se dire, grâce à ça, on va être plus performant, plus efficace. Mais pour nous, c'est aussi une raison d'être de l'entreprise. C'est l'objectif. Voilà, donc... Oui, donc comme on vous le disait, hein, vous voyez, on est au tout début du chemin, on a encore plein de choses à apprendre, mais voilà.